Sous les combles d'un vieux meuble de Lyon, derrière une porte scellée depuis des décennies, repose une piste dont personne ne parle. Elle sent le bois humide à poussière et l'encre sèche. On l'appelle la salle silencieuse, où il figure du temps, où le monde peut soulever un souffle de basse. C'est ici, paraît-il, que furent cachés des fragments de vie, des lettres, des souvenirs, des preuves, d'actes de résistance que l'histoire a oubliés. Tout commence par un bruit sourd d'un craquement. En 2003, lors de la rénovation du grenier, un ouvrier découvre une porte dissimulée sous une couche de plâtre. Elle ne figure sur aucun plan de l'immeuble. Derrière, un espace étroit, à peine 2 mètres sur 3, rempli de caisses en bois et d'un vieux bureau orange par le temps. Sur le bureau, un carnet noir relié qui a couvert de poussière et de silence. Le carnet s'ouvre difficilement, ses pages collées par l'humidité. À l'intérieur, une écriture fine nerveuse presque tremblante. Si quelqu'un lit ceci, alors la salle n'est plus silencieuse. Souvenez-vous de nous, ces mots marquent le début d'un voyage. L'auteur du carnet, une femme nommée Claire Delaunay, date février 1943. Claire avait 24 ans lorsqu'elle décida de transformer cette salle en refuge secret pour les messagers, les identités et les vies minces. Dans un lieu occupé, où chaque regard pouvait trahir, elle travaillait comme secrétaire à la préfecture, tapant des documents administratifs pour les autorités alimentaires le jour et recopiant des listes falsifiées la nuit. La salle servait de cache, de relais et de témoins silencieux. Ils pouvaient tout prendre, sauf nos mots, écrits-elle dans une page tachée d'encre. Imaginez la scène. La lumière d'une bougie vacillante, la pluie frappant les vitres, les sirènes de l'eau et Claire seule, transcrivant à la main des noms inventés pour sauver de vrais visages. Chaque nom, chaque fausse identité était un souffle de vie. On retrouvait entre les pages un filet dès du 9e mars 1943. Ils sont arrêtés Lucien aujourd'hui. Je ne peux pas pleurer. Si je pleure, ils gagnent. Lucien, nom revient souvent. Était-ce un collègue, un frère, un amant? Nous le partons ne le dit clairement, mais ces mots trahissant la tendresse, la pure, et cette force qu'on sait qui savent qu'ils n'auront pas de monument. Un soir, alors qu'elle recopiait une liste, Claire entendit pas dans le couloir. 3 coups secs à la porte, et soufflait la bougie. Silence, les pas s'éloignant. Quelques minutes plus tard, elle écrit, la peur est devenue une compagne, mais même elle sait que je ne céderai pas. Si vous aviez trouvé ce carnet, auriez-vous continué à lire, ou l'auriez-vous fait craignant d'y trouver votre propre reflet? Car ces mots, écrits dans l'ombre, semblent en vivance. Chaque phrase respire comme si la salle elle-même gardait encore l'écho de sa voix. Au fond du bureau, sous une planche disjointe, une enveloppe scellée apparaît. À l'intérieur, un morceau de tissu bleu blanc rouge, soigneusement plié. Et un billet. Ne laissez jamais le silence gagner. Ce fragment de drapeau, minuscule, était interdit en 1943. Le simple fait de le posséder pouvait condamner à mort. Pourquoi Claire l'a-t-elle caché ici plutôt que de l'emporter? Peut-être savait-elle que ce lieu deviendrait un témoin. Peut-être voulait-elle que, des décennies plus tard, quelqu'un découvre ce qu'elle n'a jamais pu raconter. La salle silencieuse porte encore les traces de son passage, un parfum léger de cire, une plume brisée, un gobelet, en métal où le s'est évaporé depuis longtemps. On dirait que tout attendait d'être retrouvé. Les voisins de l'époque, interrogés bien après la guerre, n'avaient jamais entendu parler d'une Claire Delaunay. Aucun registre officiel, aucune photo, comme si elle n'avait jamais existé. Et pourtant, son écriture, son émotion, son courage remplissant chaque recoin de cette piste. Certains pensant que c'était un pseudonyme, peut-être celui d'un résistant du réseau Fontio actif à Lyon en 1943. D'autres évoquant la possibilité d'un employé de bureau ayant seul décidé de sauver ce que le système condamnait. Ce carnet ne dit pas tout, mais il murmure. Et ce murmure se fit à ranimer des questions. Dans la marge d'une page, à moitié effacée en lettres, Lucien disait que le courage, c'est quand on a peur mais qu'on y va quand même. Peut-être est-ce là toute la vérité de cette salle. Ce lieu n'est pas qu'un espace, c'est un bâtiment de cours suspendu entre deux époques. Le silence qui règne n'est pas vide, il est cherche de ce qu'on ne peut pas dire autrement. Alors imaginez, vous de là debout au centre de cette pièce oubliée, vous tendez l'oreille, riant, sinon un léger frémissement du plancher. Mais si vous écoutez vraiment, peut-être entendrez-vous le froissement d'une plume, la respiration d'une jeune femme qui écrit pour que le monde se souvienne. Ce carnet, aujourd'hui, est entre les mains d'une historienne. Il cherchait à savoir si d'autres salles comme celle-ci ont existé, si d'autres femmes anonymes ont risqué leur vie dans l'ombre pour que la mémoire subsiste. Et tandis qu'il referme doucement le carnet, on dit-elle attire son regard,
une adresse griffonnée à la dernière page, rue du Souvenir 12. Ne frappez pas 3 fois. Entrez si le silence vous répond. Ce sera le point de départ de sa quête. Mais que trouvera-t-il derrière cette nouvelle porte? Des réponses ou d'autres fantômes du passé? L'adresse indiquée à la dernière page du carnet, rue du Souvenir 12, menait à une nouvelle étoile de violon, pavée de pierres usées et bordée de façades aux caisses. Par un matin, Guido Tom, l'historien, un homme discret nommé Antoine Lavelle, sirène, carnet à la main, le corps battant sous son manteau, devant la porte indiquée, un vieil enseigne Willy, atelier d'Aurelio, fermé depuis 1952. Le sarreau semble d'époque, le bois gonfle par le temps. Antoine hésite. Il repense aux mots inscrits dans le carnet. Ne frappez pas 3 fois. Entre si le silence lui répond. Il pousse la porte doucement. Elle cède avec un grincement long et douloureux, comme un soupir retenu depuis des décennies. À l'intérieur, la lumière est faible. Des particules poussières dansant dans les rayons d'un soleil excitant. Là sont le cuir, la colle ancienne et quelque chose de plus subtil, une odeur d'encre séchée. Tout est fige mais parfaitement en place, comme si le propriétaire venait à peine de sortir prendre l'air. Sur un établi des outils d'Aurelio, des fils, des aiguilles, des couvertures de livres sont ouvertes. Et le centre, un volume posé recouvert de linge. Antoine s'en approche, soulève les tissus. Un grand livre lié qui brûle sans titre. En l'ouvrant, il découvre non pas des pages imprimées, mais une succession de lettres soigneusement collées à l'intérieur. Chaque enveloppe porte une date, entre 1942 et 1944. La première est adressée à Claire Delaunay Poste Arrestante. Lyon. Son corps se serre. Il tire la lettre avec précaution. L'écriture est celle d'un homme. Ma chère Claire, si ces mots se parviennent, sachez que je suis vivant. Pour l'instant, la filière du Jura nous a trahis. Nous avons de nous spécier. J'espère que tous pour cacher ce dont nous avons parlé. Le monde aura besoin de savoir un jour ce que nous avons fait. Et s'il, évidemment, ne peut être que Lucien. Antoine sent qu'il tient là une correspondance cachée entre deux esprits pris dans la tourmente et par un amour clandestin et une mission dangereuse. Au fil des lettres se dessine une histoire bouleversante. Lucien, membre du réseau Combat, envoyait des messages codés à Claire via l'atelier d'Aurelio tenu par un vieil artisan surnommé M. Blanchard. Cet homme, presque invisible aux yeux des aliments, faisait passer des messages dissimulés dans les couvertures des livres qu'il réparait. Dans une lettre datée du 17 juillet 1943, Lucien écrit « Il nous traquons sans relâche. Hier, ils ont arrêté Jeanne et le docteur Vial. J'ai peur que Léon soit bientôt d'un piège, mais je ne peux pas fuir sans toi. Si tout lycée l'a détruit, tu sauves la salle et laisse notre mémoire. » Antoine s'interrompt. Imagine Claire lisant ces mots, seule dans la pénombre, la peur dans la poitrine, mais refusant d'abandonner. Combien de fois a-t-elle failli être découverte? Et pourquoi ces lettres se trouvent-elles ici, dans un atelier abandonné? Sur le bureau, une 12e découverte, une petite boîte métallique contenant un ruban et une photo noire et blanche. Sur la photo, 3 personnes souriantes, une jeune femme qui ressemble à Claire, un homme mieux sombré, sûrement Lucien, et un autre Placage, qu'Antoine identifie grâce à un timbre postal colodos, atelier Blanchard, Lyon 1942. Le vieux Aurelio n'était donc pas seulement un complice, mais un témoin direct. Sur un coin de la photo, une phrase à moitié effacée, le silence protège les vivants, la mémoire protège les morts. Ces mots résonnant étrangement dans la pièce. Antoine levait les yeux et remarquait alors un détail qu'il n'avait pas vu, au fond de la salle, derrière un rideau jauni, une porte minuscule. Il s'en approche, pousse le tissu, découvre un passage étroit menant de pistes encore plus petites. Là, au mur, un cadre couvert de poussière. Il souffle des sources. Apparaît une carte de Lyon, avec des annotations au crayon, flèches, adresses, noms de rues, et surtout un cercle rouge autour d'un endroit, hôpital de la Croix-Rousse. À côté une note, point de chute, 10 mai 1944. Cette date intrigue Antoine. Il sait qu'en mai 1944, plusieurs rafles iront lui dans les hôpitaux de Lyon, notamment pour craquer les résistances blessées. Mais ce que s'est-il passé exactement ce jour-là, et quel lien avec Claire? Dans la piste, il découvre ici un carnet de recours portant le nom Blanchard à lieu. À la dernière page, un message code écrit à la main, 3 mots de souligne, murmure, étoile, fenêtre. Antoine devine que ces mots sont une clé, un code utilise pour reconnaître les membres du réseau. Peut-être un mot de passé, une phrase d'espoir, une note soigneusement
referme les livres et sort de l'atelier. Dehors, la lumière du jour paraît plus vive, presque agressive après l'obscurité. Les bruits de la ville résonnent comme un rappel. La vie continue, mais sous ses pas sommeillant encore les bâtiments d'un autre temps. Il s'arrête et regarde le ciel et murmure « Claire, Lucien, je vous ai troubles ». Il ne sait pas encore que sa découverte va l'entraîner plus loin qu'il ne l'imagine, dans les couloirs oubliés de l'hôpital de la Croix-Rousse, là où le courage et la peur se sont affrontés dans le silence des caves. Mais une question demeure. Pourquoi ces lettres, ces cartes, ces preuves ont-elles été laissées derrière? Était-ce un message destiné à celui qui oserait qui quitte le silence, ou bien un piège tendu par le passé lui-même? L'hôpital de la Croix-Rousse s'élève sur la colline comme une forteresse de pierre grise, silencieuse et imposante, témoin de tant de vies sauvées et perdues. Par un matin de novembre, Antoine traverse la grande cour pavée, son carnet sous le bras, guidé par la note trouvée dans l'atelier Blanchard. Le vent froid siffle entre les arcades. On entend au loin le grincement d'un chariot métallique, les murmures des infirmières, les pas fautreurs des visiteurs. Il en change presque. Il s'arrête devant une aile plus ancienne fermée au public depuis des années pour travaux. Un panneau averti, accès interdit de zone non rénovation. Il hésite puis glisse sous la barrière. À l'intérieur, tout est plongé dans une pénombre humide. Les murs écaillés dégageant une odeur de désinfectant et de poussière. Le couloir s'étire, interminable, bordé de portes entrouvertes. Au bout d'une salle d'opération abandonnée, des instruments huilent, une table froide, une ampoule pendante et oscillant légèrement. Antoine allume sa lampe torchée. Sur le mur, il distingue des sas décorés, une étoile dessinée à la hâte et en dessous un mot « fenêtre ». Il comprend aussitôt. Le code de fruit d'anxiété, murmure étoile fenêtre, n'était pas qu'une phrase symbolique, c'était une indication et il s'avance jusqu'à la fenêtre poussière aux échelles. En observant de plus près, il remarque un petit renfoncement dans le mur. Il glisse les doigts des dents, tire doucement, un compartiment secret s'ouvre, libérant un petit carnet en cuir rouge. L'écriture à l'intérieur est différente et plus anguleuse. La première page porte la date du 10 mai 1944. Le jour entoure sur la carte est clair. Ils sont venus à l'aube. Les sirènes ont hurlé. Claire a couru dans les couloirs. Les papiers serrent contre elle. J'ai vu son visage avant qu'elle ne disparaisse derrière la porte du bloc 7. Je ne l'ai plus jamais revu. Signé Médecin André Vial. Antoine sent un frisson le parcourir. Le nom de Vial était déjà mentionné dans les lettres de Lucien, arrêté en 1943. Mais ici, il écrit après cet été. Était-il réellement arrêté, ou avait-il survécu sous une fausse identité? Les pages suivantes décrivant un signe d'une intensité insoutenable. L'arrivée de la Gestapo, la panique dans les couloirs, les infirmières, cachant des résistants sur des bancards, le bruit des bottes résonnant sur le carrelage. Et au milieu du chaos, Claire, tenant une sacoche pleine de documents qu'elle tente de remettre à un jeune médecin. Elle me dit, promettez-moi que cela survivra même si nous ne survivons pas. Puis elle a disparu dans l'escalier nord. Antoine ferme les yeux. Il entend presque les cris étouffent, les ordres résonnent allemand, les battements se précipitent du cœur de ceux qui savaient qu'ils n'avaient plus d'issue. Dans la marge, une dernière note du docteur, la salle silencieuse n'était pas la seule, il y en avait d'autres, des chambres de mémoire disséminées dans la ville. L'idée les frappait comme une décharge. Et s'il y en était un vaste réseau de caches créés par Claire et Lucien, des lieux où la résistance avait enterré ses souvenirs, ses preuves, ses espoirs. Antoine tourne la dernière page. Collée à l'intérieur, une photo jaune montre un groupe de médecins et d'infirmières posant devant l'hôpital. En arrière-plan, derrière une fenêtre, une silhouette floue d'une femme regardant vers eux. Le visage n'est pas né, mais son profil ressemble étrangement à celui de Claire. Et si possible, était-elle encore là après le 10 mai? Il regarde autour de lui comme si la salle pouvait lui répondre. L'air semble plus dense, presque vivant. Le vent fait vibrer la vieille fenêtre, et dans ce frémissement, Antoine croit entendre un mot, un murmure, ou peut-être une illusion. Continue, il se saisit, range le carnet et photographie le mur, la fenêtre, l'étoile. Avant de partir, il remarque une dernière chose. Sur le sol, sous une couche de poussière, un badge médical en métal grave du nom Cédéloné. Elle était bien là. Peut-être même qu'elle n'a pas fui. Peut-être qu'elle a continué à aider, cachée sous notre nom. Alors qu'il quitte le bâtiment, le froid lui mord le visage. Il se retourne une dernière fois vers l'hôpital, dont les vitres reflétant la lumière du couchant. Une pensée lui traverse l'esprit, et si la vie tout entière était un livre dont chaque page s'ouvre à ceux qui savent écouter le silence?
il décide de suivre la piste du docteur Vial. Ces archives, confisqués après la guerre, sont conservés dans son ancien dépôt administratif au bord du Rhône. Peut-être y trouvera-t-il la clé des ressources secrètes dont Claire aurait été le corps battant. Mais il ignorait encore que ce qu'il va y découvrir dépassera tout ce qu'il imaginait, car certaines mémoires ne dorment pas et les attendant. Le dépôt administratif au bord du Rhône est un bâtiment massif, aux mosquées et aux fenêtres étroites, témoignant d'une époque où l'architecture voulait intimider autant qu'abriter. Et ce matin-là, Antoine franchit la lourde des portes métalliques avec une appréhension mêlée d'excitation. Le carnet de Claire et la photo du beige serré contre sa poitrine. À l'intérieur, l'odeur de papier ancien et de moisissure envahit ses narines. Les rayonnages s'étendant à perte de vue, emplis de dossiers jaunis, de registres remplis et de cartons poussiéreux. Ici, le ton semble s'être figé. Il commence à chercher les archives du docteur André Vial, en se souvenant que certains notes devaient être classés sous personnel hospitalier d'X940 à d'X945. Après une longue recherche, il trouve enfin une armoire verrouillée avec une cadenas rouillée. Avec précaution, il manipule la serrure et parvient à l'ouvrir. À l'intérieur, une série de dossiers soigneusement étiquetés. Le premier dossier, marqué Vial, a, conscient des lettres, des rapports et d'une petite enveloppe scellée. Antoine ouvre le mot. Les lettres révèlent des détails qu'aucune autre source historique n'a jamais mentionnés, des noms de résistance cachés dans des hôpitaux, des itinéraires de fuite, des messages codes transmis via des pharmacies et des ateliers d'Aurelio. Chaque fil raconte une histoire de pire, de ruse et de courage. Une lettre attire particulièrement son attention, datée du 15e juin 1944. Elle est adressée à Claire Delaunay, opératrice du réseau Croix-Rouge et signée sous le mot ami. Elle dit: ils savent que nous avons des caches. Nous devons disperser les documents dans toute la ville. La salle est silencieuse n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Nous avons peu de temps. Faites confiance au murmure. Antoine frissonne. Le mot murmure revient. Ce réseau secret était plus complexe qu'il ne l'imaginait. Le dépôt contient également d'un plan griffon de lion, avec des points marqués dans chaque arrondissement. Chaque point représente une cache, certaines encore existantes, d'autres détruites par les bombardements sous la police allemande. Il y a une annotation à côté d'un point dans les quartiers de la Croix-Rouge, les mots des mémoires, entrecachés derrière la bibliothèque. Antoine sent l'adrénaline monter. Chaque découverte est la poche d'un secret profondément enfoui, mais aussi d'un danger invisible, car le temps et l'histoire ont laissé des indices fragiles, prêts à disparaître à jamais. En filetant davantage, il trouve un carnet plus petit, avec des pages couvertes de chiffres et de lettres codes. Il comprend qu'il s'agit d'un système de chiffrement utilisé par le réseau pour transmettre des messages sans être interceptés. Un mot revient fréquemment, register, à côté d'une note manuscrite. Chaque mot compte, chaque soufflet sauve un acte de courage. Si vous lisez ceci, vous avez été choisi pour continuer notre mémoire. Antoine sent une émotion profonde. Il n'est plus simplement un historien, il est devenu le gardien d'un héritage de courage et de silence. En sortant du dépôt, le vent reflète un ciel gris, lourd, et le vent transporte avec lui une impression étrange, comme si la ville elle-même savait qu'un secret venait d'être réveillé. Il décide de suivre le plan, se dirigeant vers la Croix-Rouge, conscient que derrière chaque façade ancienne, chaque mur, chaque cave y portrait y avoir une pièce silencieuse contenant d'innombrables souvenirs oubliés. Sur le chemin, il s'arrête devant une vieille librairie abandonnée. La vitrine est cassée, les livres papier, mais derrière un rayon inverse, un petit carnet attire son regard. Il le ramasse poussiéreux. À l'intérieur des notes d'éclair adressées à Lucien, racontant la fuite d'un groupe de résistance à travers les toits de Lyon, avec des plans pour atteindre la Saône et gagner les villages alentours. Chaque phrase est un souffle de vie, chaque détail un acte de bravoure. Antoine s'assoit sur les marchés, le cœur battant, et lit les derniers mots. Si vous trouvez ceci, sachez que chaque silence, chaque pierre, chaque acte de courage a un visage. N'oubliez jamais les barreaux, n'oubliez jamais la salle silencieuse, et alors qu'il lève les yeux, il voit une ombre bouger à l'intérieur de la librairie comme si le passé lui-même venait l'observer, lui poser une question silencieuse, jusqu'où est-il prêt à aller pour dévoiler toute l'histoire. ChatGPT said, au sommet des pins de la Croix-Rouge, Antoine saute le plan trouve dans les archives, séparation sur les pavés régulières, et arrive devant une façade de pierre recouverte de lierre où aucune porte ne semble exister,
Sous le monde vieux mur que le tombe à patine, il se souvient des mots d'éclat et du docteur Vial, les mots des mémoires. Entré caché derrière la bibliothèque, et en observant de plus près, il remarquait un léger écart entre deux pièces presque invisibles et, où ses doigts glissant pour découvrir un petit loquet dissimulé, il appuie et un cliquetis sec résonne, révélant une porte étroite, à peine assez large pour qu'ils y glissent, plongeant immédiatement dans l'obscurité. La pièce à l'intérieur est minuscule baissée de plafond laid dense, chargée d'odeurs d'oies anciennes et de papiers moisis, et pourtant chaque objet semble avoir été laissé là avec intention. Un bureau recouvert de poussière, des étagères alignant des escaliers et des boîtes métalliques, et au centre, un pupitre avec un carnet ouvert, écriture fine et nerveuse qui semble attendre sa lecture. Antoine s'accroupit, effleure les pages et découvre une lettre pli datée du 12 septembre 1943, écrite par Claire à Lucien. Chaque nuit, je ferme les yeux en imaginant que ces mots peuvent parler. Si quelqu'un lit ces jours, qu'il sachait que nous n'avons jamais signe, que la peur est notre compagne mais jamais notre maître. La salle est silencieuse et notre témoin. Protégez-la. Le souffle d'Antoine s'est fait court en comprenant que ce lieu n'est pas un simple abri. C'est un sanctuaire de mémoire, un espace où chaque papier, chaque objet, chaque soufflet capture témoigne du courage dans l'ombre sur les étagères. De boîtes étiquetées avec des codes, certains chiffrés, certaines lettres, semblant renfermer des identités, des faux papiers, des photographies prises en secret, et même de petites pièces de tissu cousues avec soin, portant les initiales des personnes disparues. Antoine prend délicatement une boîte, soulève le couvercle et découvre un portefeuille contenant des papiers d'identité falsifiés et derrière, un petit carnet avec des adresses et des itinéraires à travers Lyon, permettant à des résistances de se déplacer sous le nez des autorités. Chaque ligne quitte comme une vie suspendue entre le silence et le sauvis. Un mur, un tableau au bois couvert de plusieurs révélé d'instructions codées, des mots comme mur, étoile, fenêtre et porte, l'appelant la correspondance de Claire et de Lucien, comme si chaque mot était une clé d'un labyrinthe invisible dans la ville. Un code secret que seul un unité pouvait déchiffrer. Antoine fascine, réalise que cette salle n'a jamais été découverte par les nazis ni même par les autorités françaises après la guerre, et que le courage de Claire et de ses complices a permis à des dizaines de vies d'échapper à la mort, et pourtant ce courage est resté invisible, muette, capturé uniquement par ses mots et ses objets. Alors qu'il fouillait un cahier plus ancien, il tombe sur une page où Claire raconte une nuit précise, le 3 avril 1944. Lucien est venu avec un message urgent. Nous avons dû cacher 3 familles dans le grenier, des oisons que personne ne soupçonnait. La Gestapo passait au coin de la rue. Le silence était notre seule armée. J'ai cru que mon cœur allait éclater à chaque pas, et pourtant chaque souffle retenu était un acte de résistance. Antoine sent un frisson parcourir son échine, imaginant la peur, le courage et la tension palpables dans cette salle, et il se demande combien d'autres histoires semblables reposent dans des murs identiques, invisibles aux yeux du monde. En poussant plus loin son exploration, il trouve un petit coffre en métal, soigneusement verrouillé mais qui cède facilement à son toucher. À l'intérieur des lettres jaunies et des dessins d'enfants, des journaux intimes et une médaille engravée d'inscriptions, à ceux qui osent se souvenir, symbole intime d'engagement silencieux, de vies vécues à contretemps et d'un héroïsme discret. Examinant chaque objet, Antoine comprend que cette salle était bien plus qu'un refuge. C'était un laboratoire de courage et de mémoire, un espace où l'anonymat devenait protection, où la peur était transformée en force et où chaque acte, aussi petit soit-il, avait sa place dans la grande tramée de la résistance. Il s'assoit sur le vieux parquet craquant, le carnet et les lettres étalent devant lui, sentant le poids de l'histoire et de la responsabilité, celle de transmettre ce que le Toms avait voulu effacer. Mais au moment où il relève les yeux, un bruit subtil derrière lui, un léger frôlement, presque imperceptible, attire son attention, et il réalise avec un mélange d'appréhension et de fascination qu'il n'est peut-être pas seul dans cette salle silencieuse, que le passé, par ses objets et ses murs, pourrait encore observer et juger ceux qui osent révéler ses secrets. Laissant Antoine face à un chien, continue à fouiller et découvrir l'ultime vérité respectant le silence qui a protégé tant de vies, un dilemme qui le plonge dans l'attente attendue de ce qui pourrait se révéler derrière le prochain souffle de poussière. Alors qu'Antoine reste figé dans la salle silencieuse, ses yeux scrutant chaque recoin, son attention est attirée par un petit tiroir dissimulé sous le bureau ancien, à peine lisible, qu'il ouvre avec précaution pour découvrir un carnet plus petit, relié de cuir bleu,
Dans les pages apportant l'écriture délicate et passée de Claire, la première page indique la date du 22e août 1944, juste quelques jours avant la libération de Lyon, et raconte l'histoire d'une opération secrète menée avec Lucien et d'autres membres du réseau. Ce soir, nous devons traverser la ville pour délivrer un dernier message. Les rues sont pleines de patrouilles. Chaque icône pourrait être notre dernier. J'ai pris des notes, prépare des plans, cache des identités. Si ces pages survivent, ils raconteront ce que nos voix ne pouvons plus dire. Antoine sent la tension de ces mots, la peur qui se mêle au courage, et il se rend compte que chaque ligne est un acte de résistance grave dans le silence. En fouillant le carnet, il découvre une série de lettres et pièces, chacune adressée à des résistances anonymes, avec des instructions précises, endroits où se cacher, signaux à observer, messages à transmettre et même des mots de réconfort. Tenez bon, le jour viendra, qui témoignent de la dimension humaine et intime de leur lutte. Plus loin, une page à son regard, un dessin minutieux d'une petite pièce avec des étagères, une pupitre et une fenêtre marquée d'une étoile, exactement comme la salle dans laquelle Antoine se trouve, et une notation en marche. Si cette salle est découverte, sachez que le courage et la mémoire sont liés, que chaque objet ici est un soufflet de vie, et que ceux qui ont écouté le silence doivent continuer. Notre tâche. Il tourne la page et trouve un plan de la ville avec des schémas tracés en crayon, indiquant des passages secrets à travers les immeubles et les courses. Intérieurs permettant aux résistants de se déplacer à l'abri des patrouilles allemandes, et ils comprennent que la salle n'était qu'un maillon d'un réseau complexe et invisible, un véritable labyrinthe de mémoire et de courage. Au fond du carnet, un passage plus émouvant, Lucien m'a dit que chaque visage sauve, chaque souffle retenu, était un acte de victoire contre la peur. Je crois que même si nous disparaissons, ces mots parleront pour nous. Antoine sent une émotion profonde, presque écrasante, comme si la pièce elle-même lui transmettait le poids de ses vies passées. En explorant encore, il découvre un médaillon dissimulé entre deux pages, contenant une mèche de cheveux et une photo miniature de Lucien souriant avec une inscription « Éclaire mon étoile dans l'ombre » et il comprend que derrière la résistance, il y avait aussi une intime, un amour fragile mais indestructible, qui a nourri le courage de ces jeunes hommes et femmes. Puis, dans un coin de la salle, derrière une étagère mal fixée, Antoine aperçut un petit compartiment secret qui contient des documents supplémentaires, dont un cahier de codes et de phrases en apparence anodines, fenêtre, murmure, étoile, pont, soleil, qui lui permet de comprendre que le réseau avait écrit un langage code pour transmettre des informations vitales et que la découverte de ce langage révèle encore aujourd'hui les secrets de déplacements, cachés et sauvetages organisés dans la ville. En assemblant tous ces éléments, Antoine réalisait que la salle silencieuse n'était pas seulement un refuge, mais un témoignage vivant de l'assistance. Chaque objet, chaque mot, chaque trace de poussière racontait une histoire de peur, de courage, d'amour et de survie. Et tandis qu'il s'apprête à refermer le carnet, un léger courant d'air fait vaciller la bougie qu'il a allumée pour mieux voir les pages, projetant des ombres mouvantes sur les murs, et il sent soudain que quelque chose auquel qu'on a peut-être lisé un dernier message caché dans l'obscurité, comme si la salle elle-même voulait, lui révéler un ultime secret, laissant Antoine suspendu entre la curiosité et la crainte de ce qu'il pourrait découvrir derrière le prochain vacuum. Alors qu'Antoine resta à genoux dans la salle silencieuse, les souffles courts et les carnets ouverts sur ses genoux, son regard est attiré par un coin obscur derrière un pilier de boîte métallique, où un petit papier jaune y dépasse légèrement, où il tire doucement et découvre une lettre pliée avec soin, datée du 15e septembre 1944, adressée à Claire par une voix qu'il identifie comme celle de Lucien. « Claire, si tu lis ceci, sachez que nous avons réussi à évacuer les derniers blessés. La ville est sur le point de se libérer. Chaque instant a été une épreuve, chaque pas un pari contre la mort. Nous avons dû laisser certaines preuves derrière nous, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un écouterait le silence. » Antoine sent l'intensité des mots, la peur et l'espoir entremêlés dans chaque phrase, et il réalise que les actions de Claire et Lucien n'étaient pas seulement courageuses, mais orchestrées avec une précision remarquable, transformant chaque cache, chaque piste, chaque mouvement en un acte stratégique pour sauver des vies. Il fouillait la lettre et trouvait des annotations en marche de la main de Claire. N'oublie jamais que le silence protège autant que le courage. Chaque soufflet, chaque regard, chaque mot compte. En lisant, Antoine est frappé par l'ombre d'une autre présence,
presque imperceptible, comme si le passé lui-même spirait dans la pièce et continuait, explore et découvre alors un petit tiroir dissimulé sous le pupitre, qu'il ouvre pour trouver un carnet miniature rempli de messages et codes et de noms anonymes, identités falsifiés, lieux de rendez-vous et signaux, secrets, formant une véritable carte de la résistance lyonnaise, chaque mot un fil fragile reliant des vies suspendues dans le danger. En examinant les pages, il trouve un croquis représentant une salle silencieuse avec précision, ainsi que plusieurs autres pistes et cachets disséminés à travers la ville, ce qui lui révèle que Lyon était un réseau complexe, un labyrinthe de courage et de mémoire invisible au jour de tout, conçu pour protéger et transmettre la vie malgré l'occupation. Au détour d'une page, un passage attire son attention, clair et décrit où la Gestapo est venue frapper à la porte d'un immeuble voisin et comment elle et Luciano ont aussi à détourner l'attention pour permettre à un groupe de résistance de fuir, utilisant un escalier secret et des passages souterrains qu'Antoine la connaît désormais grâce aux cartes et aux notes qu'il a collectées. Il réalise que ce récit n'est pas seulement un témoignage, mais un guide d'aide pour comprendre comment la ville entière pouvait devenir un signe de courage clandestin, où chaque action, chaque silence, chaque regard d'échange pouvait déterminer la survie en poussant plus loin. Antoine découvre un petit carnet attaché à un ruban rouge, à l'intérieur duquel Claire consigne ses souvenirs les plus intimes, la peur de perdre du chien, la solitude et le froid dans les nuits d'eau, la sensation des morts humides contre ses mains, le souffle court des enfants cachés sous les escaliers, et la détermination n'est jamais cédée, car l'histoire devait survivre au-delà de Dieu. Il comprend alors que la salle silencieuse n'était pas seulement un lieu physique, mais un espace émotionnel, un sanctuaire où la mémoire et le courage se rejoignent pour résister au temps et à l'oubli, et tandis qu'il replace soigneusement tous les carnets et lettres à leur place, un frisson parcourt son échine, comme si une présence invisible observait ses gestes, et il entend un léger bruit derrière lui, presque un murmure, qui semble former un mot unique. Suivez cette invitation silencieuse, laisse Antoine suspendu entre la fascination et la crainte, prêt à poursuivre sa quête vers les cachets et les souvenirs qu'il y a encore garde secrets, sachant que le prochain pas pour révéler un dernier chapitre de courage et de mémoire que personne n'a jamais osé raconter. Alors qu'Antoine quitte la salle silencieuse, emportant avec lui le carnet et lettres soigneusement protégées, il décide de suivre les indications laissées dans le carnet miniature de Claire, qui mentionnant un passage secret de Lyon, la Croix-Rousse et au Quai des Saônes, un trajet emprunté par les résistants pour échapper aux patrouilles allemandes. Il descend par des escaliers étroits et doubles, les marches humides dégoulinant d'eau, le silence seulement brisé par le froissement de ses pas sur le vieux béton, et il arrive dans une cave voûtée où l'air est épais et lourd, charge d'odeurs de terre et de bois anciens au centre. Un pupitre avec un carnet ouvert révèle une page datée du 20e et du 1944. Décrivant comment Claire et Lucien ont organisé un dernier convoi de blessés et d'enfants à travers des passages souterrains. Chaque étape est minutieusement planifiée pour éviter la Gestapo et les sauveteurs, et chaque mot respirant la pure, le courage et l'urgence de survivre. En explorant la cave, Antoine trouve un petit coffre métallique contenant des objets personnels, un mouchoir broad, un jouet d'enfant en bois, des lettres effacées par l'humidité et du médaillon portant les initiales CDL. Souvenirs tangibles de vie protégée et d'innombrables sacrifices silencieux sur le mur, des inscriptions gravées à la hâte, presque effacées par le temps, indiquant des codes et des repères, étoiles, fenêtres, ponts, quais, qui lui révélant l'existence d'un véritable réseau de cachets et de passages secrets reliant différents points stratégiques de la vie et qu'aucune archive officielle n'a jamais consigné. Antoine soutient des passages étroits, un tunnel à peine suffisant pour qu'il avance à quatre pattes, l'air humide lui piquant les poumons et débouche enfin sur une petite piste éclairée par un rayon de lumière venant d'une lucarne, où reposant des boîtes empilées contenant des documents de la résistance, des cartes codées, des fausses identités et des photographies, chacune accompagnée de notes manuscrites de Claire et de Lucien, détaillant les déplacements, les cachets et les actes d'avou accomplis dans le plus grand secret. En feuilletant ces documents, Antoine découvre une lettre où Claire raconte l'angoisse d'une nuit particulière où laisse. Sereine rétention, et pourtant, malgré le danger, elle guide des enfants et des adultes à travers les passages, leur offrant protection et espoir concrète. Chaque pas que nous faisons dans l'ombre est son acte de lumière, chaque souffle retenu un témoignage de vie. Si ces mots vivants que personne ne doutait jamais que nous avons existé. Alors qu'il relève la tête,
Un petit tiroir dissimulé dans son moratier à son regard. À l'intérieur, un carnet plus ancien, dont les pages contiennent des récits détails des réunions secrètes entre Claire, Lucien et d'autres résistances, leurs stratégies pour détourner l'ennemi, leurs peurs et leurs moments de doute, mais aussi leurs espoirs et leurs promesses de survie. Des mots qui transforment chaque objet de la pièce en témoin silencieux de l'histoire. En refermant doucement le carnet, Antoine entendit Gebroud derrière lui, comme si le passé lui-même voulait attirer son attention, et il remarque un petit conduit, direction à peine perceptible, derrière lequel une lumière vacillante, sombre dans l'air. Et il comprend que ce passage pourrait le mener vers une autre cachette encore plus secrète, une lieu où peut-être les derniers fragments de la mémoire de Claire, et Lucien s'en conserve, le corps battant, il rampe vers ce conduit, sentant chaque pièce sous ses mains, chaque souffle résonnant dans l'obscurité, et alors qu'il s'avance dans l'étroit passage, un frisson parcourt son échine, le silence semblait vivant, cherche des murmures du passé, des battements de corps de ceux qui ont risqué leur vie. Et Antoine sait qu'il est sur le point de découvrir un secret que la vie de Léon a gardé caché depuis plus de 61 ans, une vérité qui pourrait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le courage, la mémoire et les actes invisibles de résistance. Antoine avance lentement dans le conduit étroit, ses mains effleurent les parois humides, chaque pas résonnant comme écho du passé, et bientôt il débouche dans une petite pièce circulaire, passée de plafond, à peine éclairée par un mince filet de lumière provenant de lucarnes obstruées, ou reposant sur des étagères métalliques et des boîtes empilées des carnets, de lettres et des photographies jaunies, témoins silencieux d'actes de courage longtemps oubliés. Au centre, un pupitre accueillit un carnet de cuir noir, plus ancien que tous ceux qu'il a vus jusque-là, dont les pages racontant en détail les opérations et sauvetages organisées par Claire et Lucien, la coordination avec des médecins, des voisins et même des combattants, tout risquant leur vie pour protéger que le régime nazi voulait éliminer, et chaque mot est charge d'émotion, de peur et de détermination. Antoine découvre des listes de noms, des adresses et des instructions précises pour déplacer des enfants, des blessés et des documents secrets, ainsi que des codes qui semblent initier une chaîne invisible de solidarité, un langage secret que seuls les initiés pouvaient comprendre, et il semble que la pièce elle-même est vivante qu'elle conserve la mémoire des respirations salitantes, des pas précipités et murmures étouffes de ceux qui ont franchi ces murs en silence. En feuilletant un carnet, il tombe sur une lettre de Lucien datée du 22e août 1944. Claire, ce soir nous avons conduit le dernier convoi. Je vous la peux dans les yeux des enfants, mais aussi l'éclat d'un courage qui nous dépasse. Si ces mots survivants, que ceux qui y sont sachant que nous avons existé et résisté dans l'ombre. Antoine sent une émotion intense, presque tangible, comme si le courage de résistance se transmettait à travers les pages, sur un mur, des inscriptions ou crayons dessinant un schéma de la ville avec des points marqués, reliés par des lignes, indiquant les chemins empruntés pour déplacer les réfugiés. Et les messagers, ils comprennent que cette cachée circulaire était un point névralgique d'un réseau bien plus vaste, un véritable labyrinthe de mémoire et de résistance, orchestré avec minutie pour que le silence protège et que la vie survive. En explorant plus loin, il découvre un petit tiroir derrière une étagère où reposent des objets personnels, une montre brisée, un pendentif, un carnet d'adresses et une photographie de groupe Claire et Lucien apparaissant, avec d'autres résistances, souriant mais avec une intensité dans leur regard qui trahit la gravité de leur mission, et ils réalisent que ces objets ne sont pas simplement des souvenirs, mais des témoins silencieux de vie suspendus entre peur et espoir, alors qu'ils replacent les documents et observent chaque. Dit-elle, un léger grincement attire son attention, et il aperçoit un passage étroit menant à une autre cavité, encore plus cachée, où la lumière pénètre à peine, et Antoine comprend que derrière ce passage pourrait se trouver l'ultime cache, celui où Claire et Lucien en conservent les preuves les plus sensibles de leur réseau, et peut-être même les témoignages de ceux qui n'ont jamais survécu. Le combattant, il rampe vers cette ouverture, sentant l'air devenir plus frais et chargé d'une tension palpable, et tandis qu'il avance, un frisson le parcourt, le silence n'est plus seulement absence de bruit, il est présence, il est mémoire, il est attente, et Antoine réalise qu'il est sur le point de toucher ce que l'histoire a essayé d'effacer, de révéler des vérités sur le courage et la résistance que même les archives officiels n'ont jamais consignées, laissant le lecteur suspendu à la limite entre découverte et révélation, entre passé et présent, prêt à dévoiler ce que les prochains souffles dans l'ombre pourraient révéler. Antoine s'engage dans le passage étroit, les parois humides collant à ses mains,
et débouche enfin dans une dernière cavité, plus grande, presque circulaire, où la lumière filtrant par une lucarne minuscule révélait des étagères garnies de carnets, des boîtes métalliques et des photographistes, chacune racontant un fragment du réseau clandestin de Claire et Lucien, et au centre, un bureau ancien couvert de documents d'une précision et d'une minutie impressionnante. Il ouvre le carnet les plus anciens dans les pages et décrivant les dernières opérations de résistance, la coordination des évacuations, la dissimulation des familles entières, la transmission de messages et codes, chaque détail témoignant d'un courage inouï et d'une détermination à protéger des îles au prix de leur propre sécurité. Parmi les lettres, Antoine découvre un passage poignant Claire écrit « Si je ne reviens pas, que ces mots témoignant de notre existence, de nos peurs et de nos espoirs, c'est que les silences de cette salle deviennent un écho pour ceux qui savent écouter. » Et son émotion vibra à travers les pages comme si le temps lui-même s'était arrêté. Sur les étagères, des boîtes contiennent des objets personnels, un jouet d'enfant, des mouchoirs broads, un médaillon, des photographies avec des sourires fragiles mais déterminés, et Antoine comprend que chaque objet est un souffle de vie, un témoin silencieux de courage dans l'ombre, des sacrifices invisibles mais essentiels au mur, des chemins codes et des instructions gravées au crayon détaillant les itinéraires de fuite. Les passages secrets à travers les signaux et les mots de passé, révélant un réseau complexe qui a permis à des dizaines de personnes de survivre, un labyrinthe de mémoire que seule la vigilance et la confiance ont pu préserver. Tandis qu'il fouillait les derniers documents, Antoine tombait sur une dernière lettre, écrite le 24e à 1944, où Claire décrit ses adieux à Lucien et aux autres membres du réseau avant la libération imminente. Le monde va changer demain. Si se me parlent un jour, qu'ils disent que nous avons résisté, non pour la gloire, mais pour la vie et la mémoire, et ils sentent la profondeur du sacrifice, le poids des décisions prises dans leur chance, la solitude et le courage de ceux qui ont choisi d'agir dans l'ombre en examinant les bureaux et découvrent enfin une boîte scellée, marquée simplement pour l'avenir, qu'il ouvre avec précaution pour trouver des lettres, des carnets intimes et des photos regroupant l'ensemble du réseau, des identités cachées, des documents falsifiés et des preuves de l'ingéniosité et de l'audace de Claire et Lucien, comme si tout ce qu'ils avaient vécu devait un jour être révélé. Antoine réalise que cette salle silencieuse n'était pas seulement un refuge, mais un sanctuaire de mémoire, un espace où chaque soufflet, chaque geste, chaque mot écrit ou murmure avait été destiné à survivre au temps, à témoigner du courage des anonymes, à rappeler que la résistance se nourrit autant de silence que d'action, et tandis qu'il replace les documents, contemple les objets et respire l'air. Charge d'histoire, il comprend que sa mission ne se limitait pas à la découverte mais à la transmission, qu'il doit devenir le gardien de cette mémoire pour que le monde sache que derrière l'ombre de la guerre, il y avait des yeux, des espoirs et des actes de bravoure silencieux, alors qu'il se pour quitter la pièce, un ultime frisson parcourt son échine, le silence l'enveloppe, mais cette fois il n'est plus seulement absence, il est présence, il est voix des disparus, il est témoignage vivant, et Antoine sait que même lorsqu'il refermera la porte de cette salle, le récit de Claire, Lucien et tous ceux qui ont résisté dans l'ombre continuera à parler à ceux qui savent écouter, à inspirer courage et mémoire, et à rappeler que certains actes, bien que silencieux, ont le pouvoir de résonner à travers les décennies, laissant la ville entière vibrer encore du murmure de vies oubliées mais jamais effacées.